Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Arthur, je m'appelle Tard2000 sur les réseaux sociaux si vous me cherchez. Je suis là pour vous parler prototypage et je vais essayer de vous introduire à un nouveau vocabulaire autour du prototypage que j'essaye de faire passer. Vous me direz ce que vous en pensez. On a parlé tout à l'heure un petit peu du rôle un peu historique du designer comme un artiste en fait qui pose sa patte, qui allait vers disons un changement qui était en fait autour de la notion de besoin. Je pense que c'est ça qui est central, c'est de se dire que le designer va essayer de répondre à un besoin et pour ça il a besoin de comprendre ce besoin. Et de le comprendre le mieux possible pour pouvoir faire une proposition qui va essayer de résoudre un problème, une problématique. Et pour ça, je vais essayer de faire du coup un pas de plus par rapport à ce qu'on a dit. Tu as prononcé le mot de méthodologie. Moi aujourd'hui, c'est vraiment ça mon expertise. Et donc en particulier des méthodologies pour impliquer les usagers. Parce que le pari, c'est de se dire que, en fait, les usagers, les utilisateurs, ceux qui sont au niveau métier, on va dire, c'est eux qui connaissent finalement le mieux leur métier et qu'on peut les outiller pour qu'ils essayent eux-mêmes de formuler en fait une partie de la réponse. Donc ça change un petit peu du paradigme du designer comme chercheur, un peu anthropologue qui va aller observer, suivre des utilisateurs et se dire ah oui là il fait ça, ok maintenant je vais essayer de lui faire une proposition par rapport à ça. C'est un pas de plus en se disant ok, comment on peut les outiller? Donc on a déjà depuis longtemps dans le design des focus group, des trucs comme ça pour entendre les utilisateurs. On peut, dans ces focus group, on va leur montrer des choses qu'on a réalisées, prendre leur feedback, etc. Le pari là, c'est de se dire, on peut faire un pas de plus et en fait concevoir des méthodologies, des moments pour leur permettre en fait de prototyper eux-mêmes. Et donc moi aujourd'hui c'est ça mon expertise, ça s'appelle du prototypage collaboratif, en tout cas moi c'est comme ça que j'appelle ça. Je vais vous dire un petit peu des exemples sur mon parcours vite fait. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. D'où je viens, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur, d'abord j'ai fait les arts et métiers, est-ce qu'il y a des ingénieurs dans la salle? Ouais, arts et métiers? Non, personne. Bon. C'est pas grave, je les aime pas de toute façon. Donc, et donc après j'étais un petit peu... J'étais pas tout à fait satisfait par ce que j'ai appris en école d'ingénieur et du coup je suis parti faire une école de design qui s'appelle le Royal College of Art à Londres en section IDE, donc Innovation Design Engineering, et là-bas j'ai été je me suis formé, disons, au design thinking, donc des approches d'études participatives. Enfin bon, vous êtes familier avec le design thinking, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus, j'ai de plus en plus travaillé sur cette notion du coup de sprint collaboratif, etc. Un des exemples que vous connaissez peut-être, c'est donc Muséomix, qui est représenté ici ce soir. Si vous avez des questions, il y a le Muséomix Sud qui est présent. Donc c'est un sprint créatif qui se passe dans les musées. Cette année, ça va être la 10e année. Ça a commencé à Paris en 2011 en mode un peu ok, ce serait fun si on allait jouer dans un musée et si on prenait 3 jours pour se mettre en équipe, jouer avec des technologies et après faire des propositions de nouvelles manières d'interagir avec le musée, on va dire. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un projet international très ouvert, hein, donc n'importe qui peut organiser un muséomix dans sa région, et ça fait émerger des communautés très fortes comme donc celle du Sud. Et bon, laisse-moi dire ça. Bon, en tout cas, il y a des communautés très fortes et il y a des beaux exemples, enfin des très beaux événements, voilà, qui sont sortis grâce à ça. Et donc moi je continue d'être impliqué plus au niveau international pour aider des nouvelles régions qui veulent s'organiser, etc., etc. J'ai aussi été le premier employé chez Noda. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers. Non, c'est pas vrai. Qui a dit non? C'est moi. C'est pas vrai? Ben si, c'est vrai. Ben non, on a effectivement une belle stratégie avec l'équipe de Noda. Eh ben moi aussi, du coup, de fait. Il est au Canada
Ouais, bah donc moi je suis parti au Canada et on s'est croisés. Après, je suis revenu pour revenir ici. Et du coup, j'ai été le premier employé de Noda avec donc Stéphanie. Et c'est moi qui ai conçu avec elle la méthodologie d'organisation de sprints créatifs comme ça, surtout pour des grandes entreprises. Donc on prend des équipes pluridisciplinaires d'une grosse boîte et on essaye d'animer ça pendant 3 jours pour qu'ils arrivent à prototyper, à tangibiliser leurs idées. Et donc, voilà, j'ai appelé ça le make storming. Tu vas dire, oh non, encore ou pas Si tu parles de corporate hacking, je dirais oh oui. Mais Ah oui. Voilà, donc, je sors tout juste de The Camp que j'ai... De quoi? La photo est prise, enfin, la 3D est faite devant le Fab Lab. Oui, le Fab Lab est là, un peu, voilà. Et c'est des faux gens, c'est ce que ça pourrait... J'aime bien cette photo parce que c'est ce que ça pourrait être et du coup, au quotidien c'est difficile à remplir. En fait, bon, je vais pas vous faire l'historique de The Camp, on pourra en discuter si vous voulez en perso après, mais là-dessus, il y a peut-être, si on compte, il y a peut-être 450 personnes. Dans la réalité, c'est un peu compliqué de faire venir 450 personnes à The Camp tous les jours. Donc voilà, et je suis parti il y a 2 mois, et mon projet du moment, on va dire, c'est POC Studio, donc POC pour Proof of Concept. Et voilà, si vous en entendez parler, c'est mon futur projet. qui fait quoi? L'idée, c'est de faire de l'accompagnement aussi au prototypage de porteurs de projets. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les outils. C'est qu'est-ce qu'on peut mettre entre les mains de gens qui ne sont pas forcément designers pour leur permettre de tangibiliser leurs idées. Donc, je l'ai expérimenté pas mal déjà à The Camp. Et après, j'avais un peu des frustrations sur des choses que j'avais envie de mettre en place qui ne se faisaient pas, etc. Donc, j'ai des idées un peu. Je ne sais pas encore en vrai où ça va m'emmener. Si vous voulez en discuter, pareil, je suis tout à fait disponible. On est là pour quoi? On est là donc pour parler prototype. Donc c'est pas du tout Léonard de Vinci qui a dit ça, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien cette phrase. Je sais pas trop d'où elle sort, mais l'idée c'est de se dire, en fait, un prototype, quand on le voit, on comprend ce que c'est, et si on doit l'expliquer, c'est qu'il marche pas, voilà. En gros, des prototypes, ça peut prendre plein de formes différentes. Je vous ai mis quelques images. C'est pas tout moi qui ai fait ces trucs, donc c'est des images que j'ai pompées sur Internet. Vous vous reconnaîtrez peut-être dedans. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que ça peut prendre plein de formes différentes à partir du moment, en fait, où le prototype permet de passer de l'idée, qui est en fait juste intangible, qui est dans nos têtes et dans les têtes de plusieurs personnes potentiellement, à quelque chose de tangible, quoi. Et donc, ce quelque chose de tangible, il peut prendre plein de formes différentes. En fonction de plein de choses. Donc moi, j'utilise un petit peu cette, on va dire, cette formule mathématique pour définir un prototype, mais ce qui est associé à ça, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas un prototype qui est mieux qu'un autre. En fait, ça dépend complètement de l'idée de départ et de la typologie. Est-ce que c'est une application, un objet, un service, etc., etc. Aussi beaucoup des objectifs, c'est de ça dont je vais vous parler après, principalement des compétences qui sont réunies dans l'équipe et des ressources, donc l'argent, le temps, etc., qu'on a à mettre dedans. Donc il y a un bon prototype, parfois ça va être un truc qu'on arrive à faire en une demi-heure, des fois ça va être un truc pour lequel on a 3 jours, des fois ça va être un truc pour lequel on a 2 mois, quoi. Et donc il n'y a pas une réponse idéale, même si c'est quelque chose qui me fait fantasmer. Ça, c'est mon côté ingénieur un peu qui revient de temps en temps. Et donc c'est un espèce de modèle que j'avais essayé de faire à un moment pour essayer de formuler ça en se disant, ok, si on part d'un besoin, bon là vous arrivez peut-être pas très bien à lire, mais l'idée c'est de se dire, voilà, on part d'un besoin et à partir de là on se pose un certain nombre de questions et potentiellement ça nous emmène à la bonne solution. Malheureusement, c'est jamais parfait et du coup c'est un peu frustrant et du coup, mais bon, c'est la partie un peu molle du métier. Pourquoi prototyper? Je vous ai mis 6 raisons. Mais bon, la première pour moi, surtout dans les ateliers, c'est se comprendre parce que en fait, au début, on a une idée, on partage un peu une idée, on en discute, etc. Mais tant qu'elle est
dans nos têtes et que c'est quelque chose dont on parle, en fait, on se comprend pas. C'est-à-dire qu'entre moi, ce que je pense, ce que je dis, ce que tu comprends, ce que tu entends, ce que tu comprends, etc. Enfin, bon, à la fin, on parle peut-être de deux choses complètement différentes. Là, le fait de construire quelque chose ensemble, ça permet en fait de le rendre tangible et donc de se comprendre, de se dire. Donc, on appelle ça l'objet frontière. C'est de se dire, ok, en fait, on parle de la même chose. Et parfois, c'est dans des ateliers, on se rend compte vraiment que les gens parlent de quelque chose et à partir du moment où ils commencent à mettre les mains dedans, ben, en fait, ils ne parlent pas de la même chose, quoi. Valider un concept, donc ça c'est ce qu'on sait, on va dire, en général du prototype, c'est de se dire, bah oui, ensuite on peut le mettre entre les mains d'utilisateurs potentiels, lancer un programme d'expérimentation, léger ou moins léger, et en le mettant entre les mains d'utilisateurs, on va avoir du feedback, pouvoir l'améliorer, etc., etc. Explorer, c'est quelque chose, je pense, qui est souvent oublié, mais en fait, l'air de rien, le moment où on passe au prototype, eh ben, ça va nous faire émerger de nouvelles idées. C'est-à-dire que le fait de mettre les mains dans le cambouis, on le voit vraiment dans les ateliers, les gens commencent à se dire « Ah oui, mais en fait, ça, on pourrait le faire comme ça, et puis là, du coup, ça nous permettrait de faire ça aussi, d'ajouter ça au service, etc. etc. » Et ça fait que le fait de mettre les mains dans le cambouis va nous faire rendre notre projet meilleur, quoi, plus complet, etc. Se tromper, donc ça va un peu... c'est un peu tous les modèles du lean, etc. C'est de se dire, en fait, si on se trompe rapidement, ben, en fait, on économise du temps, de l'argent, etc. Et donc, le fait, plutôt que de se dire, enfin, la méthode d'avant, c'était un peu de se dire, OK, on fait des specs de ouf pour notre outil, notre service, notre application, on les passe à des développeurs. Un an après, on reçoit le projet. Et là, on se dit, ah, mais attends, en fait, ça marche pas du tout comme on l'avait imaginé. Les gens comprennent pas ce bouton, à quoi il sert, ou je sais pas quoi. Là, le fait de se tromper rapidement, bah, en fait, ça fait qu'on économise un temps de fou. Donc vous, en tant que designer, si vous devez le vendre ces pratiques à vos clients, c'est disons quelque chose qui les intéresse, on va dire. Dépasser les post-it, je pense que voilà, on a tous vu des ateliers design thinking où on écrit sur des post-it, etc. Il y a aussi un peu une design thinking fatigue dans les boîtes. Je pense que les gens ont participé à des ateliers, ils ont maintenant envie d'aller plus loin, de mettre les mains dans le cambouis, et ça va un peu avec le fait de développer une culture du faire. Moi, je travaille beaucoup avec des grandes organisations, et donc il y a beaucoup de gens qui passent leur journée à faire de l'Excel, du PowerPoint, et en fait, c'est pas les bons outils pour faire ce qu'ils essayent de faire, et le fait d'apprendre des nouvelles méthodos, des nouveaux outils, etc., ben en fait ça leur ouvre des portes de ouf, quoi. Et donc les boîtes cherchent ça aujourd'hui absolument, quoi, à changer la culture à l'intérieur et à développer des nouvelles pratiques, quoi. Ça vous parle? Ouais, voilà, donc là c'est la partie où je pars un peu en mode un peu aventure avec vous. Je vous propose du coup un nouveau mot qui est donc le mot bototype, qui est vraiment autour de... donc là, à chaque fois, la classification que je vais essayer de vous proposer, c'est vraiment en la tournant sur l'objectif, parce qu'au final, moi je trouve que c'est quand même l'objet central quand on travaille avec des porteurs de projets, c'est de se dire, ok, ouais, tu veux faire un prototype, mais pourquoi faire en fait? Et du coup, là, mobiliser et convaincre, bah, ça veut dire qu'on est quand même obligé là d'avoir un truc qui est un peu soigné, qui a un rendu qui est un peu propre. On ne peut pas se contenter de mettre des images d'écran écrits sur papier, etc. Il faut que les gens puissent se projeter en fait dans l'utilisation de cet objet ou de ce service, quoi. Nous allons maintenant vers le phototype. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on veut tester, valider... Où ça? Ah, Photoyop, ben, ça va pas, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, il y a eu effectivement, disons qu'il y a marqué phototype, on va faire ça comme si de rien n'était. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, en fait, parfois, pour valider une idée, pour valider notre service, on n'a pas besoin de le construire, en fait, ce service. On peut faire quasiment 100% de faux, quoi. Donc on va mettre les utilisateurs dans une situation. Là, la photo que j'ai mis derrière, c'est pour un service dans un bus, etc. Et ils ne se sont pas pris la tête, quoi. Ils ont mis des fauteuils, voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ben, on fait un truc faux, et avec ça, en fait, on va récupérer, il nous sert juste à récupérer du feedback de nos utilisateurs, si c'est, que ce soit pour une app, un truc fonctionnel, un lieu, etc. On a toujours moyen de jouer avec ça. Est-ce que c'est lié au fait qu'il
moi j'aime moyen ce terme qui vient un peu de la culture start-up, machin, mais oui, l'idée c'est de se dire parfois de le faker, ça suffit pour récupérer du feedback. À un moment, tu es quand même obligé de le make it, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un moment, il faut. Enfin, moi, ce qui me gêne dans cette expression, c'est qu'il y a t'as l'impression que tu mens. Enfin, tu vois, qu'il faut apprendre à mentir aux gens, aux utilisateurs, etc. Dans ces cadres-là, en général, tu es très sincère. Tu es vraiment en disant on a une idée, on voudrait vous la faire expérimenter. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, mais voilà, ça va nous permettre de récupérer votre feedback. Voilà. Le cototype, donc là, l'idée pour moi, c'est vraiment de se dire, ok, comment on fédère une équipe. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a tous des idées, elles sont dans nos têtes, etc. Bon, bah là, on peut les mettre en pratique. L'intérêt, on en parlait tout à l'heure, justement, c'est de se dire aussi qu'il y a des... ça permet aussi de prototyper des choses qui sont assez intangibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui cherchent des moyens de retravailler leur mode d'organisation, leur mode de travail, etc. Dans les grosses boîtes, c'est des problématiques qui sont vraiment importantes. Et à travers des outils comme Lego Serious Play, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers de ça par ici, vous pourrez taper ça sur Internet. Mais c'est par exemple, ça permet vraiment d'avoir des discussions, de rendre tangible en fait des choses qui sont intangibles. Et donc là, le prototype, l'objet, devient un support de discussion pour qu'en fait des gens finissent par se mettre d'accord. Jeune homme. Ouais, carrément, en fait, on a une boîte de Lego juste là et on l'a déjà utilisé dans le cadre de projets, notamment sur du design d'objets. Ouais. Et en fait, on bossait avec les clients et le côté design qu'ils pouvaient apporter. Et on essayait de trouver un peu des mécaniques d'usage d'objets. Et en fait, ça les impliquait énormément on était avec des jouets. Ouais. En fait, on était vraiment sur des choses finalement très mécaniques d'utilisation de l'objet. Et ça a permis d'avoir des points de vue qui se comprenaient en fait. On va dire, on comprend nos problématiques en tant que designer. Ouais. Et eux, ils sont aussi impliqués dans la conception. Donc ça marche super bien, le Lego. Carrément, et puis surtout, ce que je dis, c'est que ça permet aussi de parler de choses qui sont intangibles, parce que quand tu as une boîte qui dit « Ah ben on veut réfléchir à notre stratégie à 5 ans », t'es là genre « Ouais, ok, comment on fait ça ?» C'est des trucs qui sont en fait impalpables, on peut en parler, si on commence à ouvrir la boîte, en fait on en parle pendant des jours et à la fin il n'y a rien, quoi. Et donc là ça permet de guider en fait ces discussions et de faire converger l'équipe au fur et à mesure en développant des langages communs. Enfin, le Lego Serious Play, c'est une méthodologie qui est très construite, contrainte, on va dire. Il faut avoir une accréditation, enfin une formation, etc. Mais ça vaut le coup. Enfin, c'est rigolo aussi. Après, vous pouvez aussi prendre des Lego et faire ça vous-même. Voilà, vous pouvez jouer avec. Voilà, le flototype qui est plus pour suivre le parcours d'un utilisateur, essayer de raconter un peu comme on fait avec des storyboards ou des choses comme ça. Là, on peut le faire sous forme de vidéo ou juste d'images pour essayer de raconter vraiment comment un utilisateur va interagir avec un service. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il faut qu'on risque quelque chose ou pas? Parce que je peux, d'accord. Parce que je peux m'arrêter, hein, si on cherche pas à... Voilà, et donc ça, c'est encore mon côté un peu ingénieur qui reprend le dessus parfois. Mais donc j'ai essayé de mettre ça un peu en forme, encore une fois, à travers l'idée des objectifs, et puis avec l'idée de se dire qu'on a des trucs aussi qui peuvent se passer à l'intersection, quand on est entre synthétiser, converger et comprendre, raconter. Bah, en fait, on peut faire du vidéo prototype, où en fait on va suivre un utilisateur, faire une vidéo pour suivre un utilisateur. Là, dans cette vidéo, en vrai, le service, il n'a pas besoin de marcher. On dit, c'est le premier jour de Michel dans son entreprise, etc. Et à travers son application, il fait nanana, et juste on le suit, on raconte une histoire, etc. Là, on a, entre communiquer, mobiliser et comprendre, raconter, on a tout ce qui est interface cliquable, donc avec des trucs genre Sketch, Figma, etc., avec lesquels vous êtes familier, j'imagine. Communiquer, mobiliser et tester, valider, on peut avoir
de la landing page, par exemple, pour prendre des retours, des trucs fonctionnels, body storming que vous avez vu là, qui est plus à l'intersection entre converger et tester, parce qu'on peut, comme je disais, faker un service et récupérer voilà, des idées. Et donc, ce que ça permet d'expliquer aussi, c'est qu'il y a différentes modalités, c'est associé à différentes modalités. Il y en a où c'est des trucs qui se font plus en groupe, des trucs qui se font plus seuls, des trucs qui sont plus en mode studio, en mode lab, voilà. L'intérêt, enfin j'en ai parlé un petit peu, mais l'idée c'est aussi de se dire que c'est un changement de posture qui se passe chez le designer, mais aussi dans les entreprises, c'est-à-dire que, comme je disais, elles ont des besoins de changement, de passer à des modèles très pyramidaux où il y a une personne qui décide, tout le monde qui joue sa partition, le public, les usagers en face qui sont sages et qui attendent la fin, etc., et qui applaudissent entre les trucs et tout, et qui veulent passer en mode un peu plus jam dans des formats plus créatifs où là c'est un peu moins clair en fait qui participe pas, quels outils on utilise, qui fait partie du public. Voilà, donc ça amène plein de nouvelles questions sur les modalités, les pratiques, les règles, les outils, et moi c'est ça qui m'intéresse. Les ingrédients autour de ces pratiques, je pense qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, donc d'être en mesure d'aller chercher, quand on va concevoir un service, d'aller chercher tous les représentants du service dans cette organisation ou autour de cette organisation, de ne pas hésiter à aller chercher en dehors de l'organisation, justement. Un cadre d'action clair, donc là on appelle ça dans Museumix un terrain de jeu par exemple, donc où on va vraiment essayer de définir en amont, ça c'est tout le travail du designer du coup en amont pour essayer de concevoir ce terrain de jeu et être capable de dire aux équipes, bon ben voilà jusqu'où on a le droit d'aller, voilà les outils qu'on a à disposition avec lesquels vous avez le droit de jouer, voilà les questions que vous pouvez vous poser, etc. Des outils adaptés, voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi en fonction des gens qu'on a dans les équipes, des compétences qui sont réunies. Il faut réussir à mettre en face des outils qui vont leur permettre de rendre leurs idées tangibles. Savoir où on va, je pense que c'est dans ces pratiques, c'est important de se dire, ok, on anime un truc de 1 jour, 2 jours, etc. Mais qu'est-ce qu'on pense qui va advenir après, que ça rentre quand même dans une logique de projet, c'est important, même si il faut aussi savoir s'adapter parce que parfois en fait les prototypes ça va moins vite, plus vite, ça prend des routes un peu différentes et donc il faut être capable de s'adapter. Et il y a un parti pris un petit peu là-dedans aussi qui est de se dire ok, il faut faire confiance aux gens qui sont là, de se dire ceux qui sont là sont les bons, quoi. Je me rappelle à Montréal, j'avais fait animer des ateliers citoyens autour des nouvelles bibliothèques, etc. Et donc c'était un peu, la ville, elle faisait ça un petit peu en mode, bon il faut qu'on fasse du participatif, donc comme ça après on peut checker, et puis les citoyens vont pas venir nous faire chier, on leur a montré qu'on était ok. Et il y avait des gens de la ville qui étaient dans les équipes qui sont venus me parler après, qui étaient là. Mais c'était incroyable, à ma table, il y avait un designer, un architecte, et ils avaient des trucs à amener qui étaient vraiment intéressants, etc. Et en fait, bah oui, tu crois que les citoyens, en fait, c'est des gens, des zombies qui prennent le métro le matin, qui reviennent le soir et qui savent pas. En fait, ils ont des métiers, ils ont des compétences et ils connaissent. En fait, c'est eux les experts à leurs propres besoins, quoi. La technique, on a. Non, c'est bon. Mais encore. Donc là, c'est là où je vais un peu plus encore dans l'exploration. J'espère que vous me suivrez dans cette balade. Je vous propose donc le futurototype pour se dire, ok, on essaye de se projeter, ça rejoint toutes les pratiques autour du design fiction. Je pense il ne faut pas se tromper non plus quand on l'utilise. Pour moi, le design fiction, c'est vraiment une méthodologie de questionnement, c'est pas une méthodologie nécessairement de stratégie après. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine des projets en essayant de les pousser le plus possible, parfois en bien, parfois en mal, mais il faut toujours garder en tête que c'est un objet de discussion pour se dire, oui, mais en fait là, qu'est-ce que ça nous amène quand on parle d'intelligence artificielle et que ce service va faire ce truc magique, etc. Qu'est-ce que ça amène comme problématique de privacy, de tous les trucs auxquels en fait on pense pas forcément au départ quand on se dit ouais, on veut faire un projet futuriste, quoi. Slototype, je vous propose aussi la notion
de prototype frugal, quoi, un petit peu, de se dire, on peut aussi, un peu en mode DIY, quoi, de se dire, bah, en fait, on peut faire quelque chose qui n'est pas pensé pour scaler après nécessairement, un peu en mode Fab Lab, on va se faire ce qu'on peut avec une imprimante 3D, des trucs que des gens ont déjà fait, qu'on a pompé sur Internet, etc., etc. Et prototype, ouais, qui est l'idée de se dire, ben, il faut aussi s'amuser, jouer. Voilà, pour moi, autour de ces pratiques, il y a beaucoup de, enfin voilà, faut laisser de la place au jeu. C'est un chat drone. Oui, c'est Ouais. pas cadeau, c'est pas. Non, c'est pas, non, c'est pas, non. Mon chat va bien. Mais je crois que c'est vraiment quelqu'un qui avait, enfin, son chat était mort et il l'a empaillé en drone pour pouvoir voilà. Ouais. Alors voilà, d'autres idées. C'est le moment où je me tourne vers vous pour faire du crowdsourcing un peu.